Complètement anachronique. Il y a longtemps que j'ai envie de faire un retour sur la question de la psychose. Vous savez que j'ai fait au moins 2 vidéos sur la question des structures, dont l'une s'intitule très clairement « Les structures n'existent pas ». Donc la psychose n'existe pas. Bon, en fait, j'ai précisé que pour moi, si, la psychose existe, c'est le psychotique qui n'existe pas. Et je voudrais préciser tout ça. Préciser d'abord que quand je dis le psychotique n'existe pas, ça veut dire que pour moi, subjectivement, il n'existe pas. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec des catégories, je travaille avec des sujets. C'est toujours un sujet particulier auquel j'ai affaire. Mais parfois, ce sujet est aux prises avec ce que les gens appellent la psychose. C'est là où je me refuse à appeler ces sujets psychotiques. Pour les tas de raisons que j'ai déjà données dans les autres vidéos, auxquelles je vous renvoie, mais là, je me suis dit que j'allais faire un retour systématique sur tout ce que j'avais écrit sur la psychose depuis que j'écris, c'est-à-dire depuis que j'ai publié ma thèse en 1983, qui s'intitule « Voilà, psychose et féminité ». Et en relisant cette thèse, je me suis rendu compte à quel point j'étais déformé par les préjugés qu'on m'enseignait à l'université et que j'avais lus dans les bouquins, que ce soit Lacan ou plein d'autres, sur ce rapport de la psychose à la forclusion du nom du père, c'est le mot de Lacan, où Lacan développe une histoire de trou dans l'imaginaire qui correspondrait à un trou dans le symbolique, trou qu'il faut entendre comme défaut, hein, puisque après dans le symptôme, Lacan dit que le symbolique c'est le trou, et sans rappeler qu'il avait dit que la psychose c'était un trou dans le symbolique. Alors un trou dans le trou, on ne sait plus ce que ça veut dire. Moi, pendant tout un temps, je m'en étais tiré en disant oui, à l'époque du schéma I, Lacan voulait dire un défaut de fonctionnement pour dire un trou. N'empêche, il dit un trou et il dessine un trou. Et ce trou, c'est celui du réel du père qui, forclos, revient dans le symbolique sous la forme d'un père réel. Ce qui est forclos du symbolique revient dans le réel, c'est la formule de Lacan. Et un trou dans l'imaginaire, parce que ici Lacan situe le phallus dans l'imaginaire et le nom du père dans le symbolique. Le trou dans l'imaginaire, donc, serait un défaut d'assomption de la castration. Pour déduire tout ça, et ce merveilleux schéma que j'ai trouvé merveilleux pendant des dizaines d'années, il se base sur l'analyse du président Schreiber, essentiellement. Du fait que le président Schreiber, dans ses mémoires, raconte qu'il veut être le père de l'humanité nouvelle. Le père, ou plus exactement, la mère, puisqu'il va être enceint par Dieu, une fois le monde anéanti, hein, dans son fantasme, le monde est anéanti, et il apprend même sa propre mort dans les journaux, en lisant le journal. Et donc, Dieu va avoir un rapport sexuel avec lui, et il va enfanter d'une humanité nouvelle. D'où Schreiber se voit en femme. Quand il se voit dans le miroir, il s'habille en femme et il se voit en femme. C'est ça, cette, en quelque sorte, forclusion du phallus dans l'imaginaire qui correspond à la forclusion du nom du père dans le symbolique. Ça, c'est la théorie de Lacan à partir de son analyse de Freud analysant le président Schreiber. J'en avais conçu cette question, psychose et féminité. Est-ce que la psychose pousse toujours à se transformer en femme?
Et les femmes qui sont dans la psychose, elles font comment? Bon, j'en sais rien. Toujours est-il que là, j'avais eu affaire à des hommes, et j'ai fait 3 chapitres, 2 consacrés à des hommes et le 3e consacré à une femme, dont je ne conclus pas quant à savoir si elle est psychotique ou pas, parce que c'était une préoccupation que j'avais encore à l'époque. Et cette préoccupation, nourrie par mon savoir théorique, que je viens de résumer ici, m'amenait à voir dans ce que j'entendais, eh bien, les théories que je lisais. Heureusement que j'ai pris du recul depuis, mais c'est intéressant pour moi d'y revenir et de m'apercevoir que mon soi-disant psychotique, que j'appelle ici Abdel, il a aussi ce fantasme, peut-être pas de fin du monde, mais de tourner autour du monde pour le posséder. Ce que j'avais vu aussi chez un autre gars, dans le même hôpital où je travaillais à l'époque, à Lorquin, en Moselle, un gars qui disait « il faut avoir un doigt dans chaque pays ». Et avoir un doigt dans chaque pays, ça voulait dire pour lui avoir fait le tour du monde. Et il l'avait fait, c'est-à-dire qu'il était parti en stop, en vivant de petits boulots ici et là. Il était parti vers l'Est, et il était resté bloqué quelque part en Indonésie. Il n'avait pas pu continuer. Et depuis, il restait sur cette non-fermeture du tour du monde, qui signifiait pour lui qu'il ne pouvait pas circonscrire toute chose. D'où ma théorie de la boucle, que j'ai repérée chez des tas de gens, y compris chez moi. De même que ce fantasme de transformation en femme, de même que ce fantasme d'engendrement et d'auto-engendrement, que j'ai repéré par la suite chez moi, mais j'ai bien repéré 20 ans après. C'est-à-dire que chez cet Abdel, les fantasmes de auto-engendrement ou de naissance du monde en même temps que lui-même, et naissance du monde comme un caca, naissance de lui-même comme un caca aussi. C'est des choses que j'ai repérées chez moi, à peu de choses près. Donc à l'époque, ça m'apparaissait comme des délires étonnants. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais encore pas repéré ces fantasmes chez moi. Et le fait de les avoir repérés, 20 ans après, à travers mes rêves, et de relire ça, je me suis dit, vraiment, ça vaut le coup de se connaître soi-même pour écouter les gens. On est moins enclin à tout de suite cataloguer ça comme délire, psychose, schizophrénie. C'est juste les délires de tout le monde, c'est-à-dire les fantasmes de tout le monde. La différence entre lui et moi, c'est que lui, il les expose très facilement. Que moi, il m'a fallu 20 ans d'analyse de rêve pour les comprendre. C'est une différence, et une différence suffisamment énorme pour qu'elle l'empêche de travailler, voire qu'elle l'empêche de vivre. Mais voyons un peu ce que le délire théorique m'a amené à dire dans ce travail, qui, par contre, conserve la qualité qui était la mienne à l'époque, c'est-à-dire que je me faisais le secrétaire de l'aliéné, selon l'expression de... j'ai oublié. Enfin, je disais pratiquement rien, et je notais, j'écrivais tout ce que les gens me disaient. Tout. Et donc, et j'en cite d'énormes passages là-dedans, donc j'ai encore accès aux données brutes, avant interprétation, puisque je cite. Par exemple, je commence par faire une présentation du cas. Ça se fait quand on étudie des cas. Donc c'est pour ça que bien des années après, j'ai dit le seul cas que je connaisse, c'est moi. Et effectivement, il vaut bien mieux se connaître. Je commence par la question du père. Puisque Lacan avait dit la psychose, c'est la forclusion du nom du père, je me suis mis à chercher ça.
je raconte quoi que il a un père et il en parle. Il parle de ses interventions dans sa vie, qu'il l'a connu qu'à l'âge de 6 ans, parce qu'il était en Algérie, son père était parti en France, et c'est à l'âge de 6 ans qu'il l'a ramené en France avec lui. Et puis il raconte sa rencontre avec son père dans le port de Marseille, alors qu'il a 6 ans et demi, et il dit « Ça m'a fait une grande joie de retrouver mon père. » Je lui dis « Retrouver ?» Il me dit « Oui, de connaître mon père. » Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bonjour, ça va, comme tu as grandi, tu es grand pour ton âge. Bon. On me dira, ça c'est la rencontre avec le père réel, mais c'est le père symbolique qui est fort clos. Alors comment distinguer le père réel du père symbolique? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On cherche à confronter, à faire en sorte que la pratique vienne correspondre avec la théorie. Il dit de son père, « Il m'a toujours dit qu'il fallait que je retienne les choses, qu'il fallait faire un effort. Mais moi, je voulais pas faire d'effort, je voulais l'avoir à l'œil. » Bon, il a un père qui s'occupe de lui. Il fallait qu'il retienne les choses. Je pense que c'est une façon de dire, il fallait qu'il apprenne à l'école, quoi. Donc, c'est un père qui se préoccupe de lui, qui se préoccupe de son avenir. Il me semble qu'il y a quelque chose de symbolique là-dedans aussi. Mais il fait une différence entre lui et son père. Moi, je voulais pas faire d'effort, je voulais l'avoir à l'œil. Et je dis à l'œil. Il dit oui, sans faire d'effort. Mon père, il doit retenir les choses. Il fait des affaires, il a des factures. On comprend que le père a dû parler de son travail, des factures à payer, et que les factures à payer, c'est très symbolique, parce que ça veut dire qu'il y a du manque. Il y a du manque quelque part, et il faut combler le trou des factures, le trou dans le budget. Mais lui, il ne rentre pas là-dedans. Mais pourtant, le père, il arrive à dire que le père, lui, voulait qu'il rentre dans cette logique du trou, de l'apprentissage, etc. Alors, là, je fais une intervention qui est tout à fait discutable. Je lui dis, pourtant, ton père, il t'avait un peu oublié en Algérie. Et il répond, non, il m'avait pas oublié. Il est venu me voir une fois, une seule fois, avec toute la famille. Moi, avec mon délire de forclusion du nom du père, je prends cet oubli, c'est moi qui l'appelle comme ça, du père qui est parti travailler en France tandis que son fils est en Algérie, j'appelle ça un oubli. Et il me dément. Et il a bien raison. Parce que j'ai entendu cette histoire des dizaines de fois dans ma carrière. L'histoire des Algériens qui laissent leur famille en France et qui vont gagner des sous, qui laissent leur famille en Algérie et qui vont gagner des sous en France. Tout ça me dit que même quand il n'était pas là, il avait une idée de ce père. Je lui ai demandé d'ailleurs, est-ce que ta mère te parlait du père? Oui, elle me montrait des photos. Un autre jour, il me dit, je ne suis pas son fils. Il est en train de parler de sa mère. Je ne suis pas le fils de ma mère. J'appartenais au père même. Je dis, celui qui était en France? Non, pas celui-là. Ça, c'était mon père. Je parle du Seigneur éternel. Je trouve que le Seigneur appartient aux Français. Moi, je me prends pour un Français. Je trouvais curieux que je sois né en Algérie pendant que mon père était en France. Autrement dit, il est en train de nous dire que peut-être bien que son père, dans la réalité, n'était pas le père, mais quand même, il y a un père symbolique au-dessus, ou imaginaire, ou forcément les deux, parce que depuis, j'ai quand même appris qu'on ne pouvait pas séparer le symbolique de l'imaginaire, et que s'il est capable de parler d'un père Seigneur éternel, c'est une imagination, et elle symbolise quelque chose de son appartenance. J'appartenais au Seigneur éternel. Ça fait un peu bizarre de dire ça, ça fait un peu fils de Dieu.
et comme il est musulman, il n'a pas cette notion de fils de Dieu, on ne sait pas dans sa culture, mais quand même. Et des gens qui se prenaient pour le fils de Dieu, c'est-à-dire pour Jésus, j'en ai connu aussi des dizaines dans les hôpitaux. Hein, il y en a plein. Donc même des musulmans. Bon, est-ce que ça veut dire que le nom du Père est forclos? Il y a un Père, fut-il éternel, il y a juste un délire qui fait passer sa filiation de son Père de la réalité à un Père imaginaire et symbolique. Évidemment, je saute là-dessus pour en déduire que ça correspond à l'idée de Lacan, forclusion du nom du Père. Je saute là-dessus, je veux dire, à l'époque de ma thèse, au début des années 80. Alors, au travers de cette histoire de filiation divine, très discrète chez lui, du fait sans doute de sa religion musulmane, on retrouve l'idée de Schreber qui a un père dans les cieux et qui va devenir la femme de ce père pour engendrer l'humanité nouvelle. On reviendra plus tard sur la façon qu'il a de concevoir l'engendrement. Mais pour conclure sur cette question du père, je voudrais encore citer un dialogue que j'avais trouvé extraordinaire à l'époque, et qui est le suivant. Tout d'un coup, au niveau d'une conversation comme ça, il dit « Je n'arrive pas à liver ». Je dis « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, liver ?» Il me dit « Je n'arrive pas à l'avoir. J'en suis privé. » Liver, c'est être privé sans PR. PR, IV, privé. Je n'arrive pas à liver, donc il n'arrive pas à l'avoir puisqu'il est privé des deux lettres P et R. Bien sûr, je saute là-dessus pour dire, voilà, il est privé du PR du père. Mais c'est moi qui faisais ce saut pour correspondre à la théorie. Lui, il ne le fait pas. Il dit juste, il manque PR. C'est pas du tout pareil, puisqu'il me parle de son père par ailleurs. C'est pas parce qu'il manque deux lettres dans un mot. Alors, il fabrique des néologismes. Des néologismes qui sont incompréhensibles si on ne lui demande pas l'explication. Mais il est parfaitement capable de donner l'explication. Et les deux lettres ne sont pas inexistantes complètement. C'est comme le phallus qui n'est pas complètement inexistant chez une femme, puisqu'on pense qu'elle en a été privée. Les enfants le pensent. Là, il est parfaitement capable de me dire que les deux lettres qui manquent, elles sont donc bien symboliques. Elles manquent, mais elles sont quand même là. Il est capable de le dire qu'elles manquent. Il est donc bien dans une problématique du manque, donc une problématique symbolique. Il ne se situe pas en dehors du symbolique, tel que je le disais à l'époque, et tel que tout le monde le dit. Parce que être en dehors, avoir le nom du père forclos, c'est être hors symbolique, c'est être dans l'imaginaire. Et l'imaginaire, vous le savez, chez les lacaniens, a très mauvaise presse. C'est pas bien du tout l'imaginaire. C'est tout ce qui raconte de sa naissance, de ses fantasmes d'engendrement et d'auto-engendrement. Alors justement, avec cette histoire de forclusion du nom du père, s'il y a un trou dans le symbolique, je le rappelle, selon le schéma I, il y a un trou dans l'imaginaire, et donc l'imaginaire ne fonctionne pas non plus. Le dit psychotique est censé fonctionner dans le réel. Et donc, il n'y a pas de fantasme chez un psychotique. C'est ça ce qui est dit. Il n'y a pas de fantasme. Le délire, c'est autre chose, puisque c'est du réel. Bon, je dirais plus du tout la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas du réel, puisque maintenant aussi, quelque chose comme 30 ans après, il a fallu que je rencontre le réel dans mes rêves pour m'apercevoir que ce dont on dit que c'est du réel chez les dits psychotiques, c'est pas du tout du réel. C'est du symbolique imaginarisé dans la réalité. Pas du tout la même chose. C'est pas du réel. Voilà le récit de sa naissance.
J'ai eu l'impression d'être né. Je pensais que j'avais même pas un jour. J'étais sur le lit, je me suis levé et j'ai marché tout de suite. D'habitude, les enfants ne marchent pas avant 1 an ou 2. Moi, dès que j'étais né, je marchais. Comment étais-tu sur ce lit, je demande. J'étais allongé comme un enfant. Je me souviens que je venais de faire caca dans ma culotte. Tu étais seul? Oui, je me suis levé, je suis parti étrangler mon frère. C'est une dame qui passait par là qui m'en a empêché. Heureusement, s'il n'y avait pas eu cette dame, je l'aurais tuée. Mais auprès du lit duquel tu t'es levé, il n'y avait personne? Il y avait ma mère. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'a-t-elle dit? Rien. Si, elle a dit, je devrais te faire bouffer ta merde. Mais ça n'a pas d'importance. C'est la première fois que j'existais et que je marchais. Ce qui a de l'importance, c'est que je ne peux pas me souvenir pourquoi il y a le paravent. Je me prenais pour 3 ans alors que j'avais 6 ans et demi. Je trouvais que les années passaient vite. Voilà. Donc, c'est un récit auquel il revient plusieurs fois dans nos entretiens, mais qui associe toujours la naissance et le fait de faire caca. De même, il voit un jour, il se voit en train de faire caca au WC, mais là il n'est plus question de naissance, mais ce qui l'accouche, c'est le monde. Et puis, c'est plus lui, c'est quelqu'un d'autre, c'est un géant qui a réussi à avaler le monde, et l'ayant avalé, il le défèque. Et c'est comme ça que le monde est né. Lui aussi. Rappelez-vous l'origine du monde de Courbet. Quand nous naissons, le monde naît avec nous. Puisque nous prenons connaissance du monde, il nous faut, nous aussi, nommer les objets les uns après les autres pour nous approprier le monde. C'est-à-dire mettre l'extérieur à l'intérieur. C'est ce qu'il dit par le fantasme du manger le monde, le digérer, c'est-à-dire en faire des représentations, et en faire un caca. Donc lui aussi, il est à la fois ce géant qu'il considère comme extérieur également, parce que il a un énorme problème, c'est vrai, de faire la différence entre dedans et dehors, et que son problème, c'est de mettre dedans le monde entier, comme j'en parlais tout à l'heure, de façon à le digérer, faire des représentations et mettre le monde au monde, et se mettre au monde en même temps, de la seule façon qui lui semble possible, c'est-à-dire par un caca. Alors moi, j'avais eu ce rêve dans lequel je voyais plus exactement la carte du Tour de France. Je voyais la carte de l'Europe. Le Tour de France, c'était un trait de couleur rouge qui partait de Paris, qui descendait, passait par Moulins, qui allait vers la Méditerranée, contournait l'Espagne avec 2-3 étapes en Espagne, au Portugal, remontait dans l'Atlantique jusqu'aux îles britanniques, quelques étapes dans des toutes petites îles qui laissaient juste des gribouillis, et retour à Paris. Et ben moi aussi, j'avais fait le tour du monde, de mon monde, l'Europe. Hein. Ce qui est encore une fois la théorie de la rondelle, la boucle qui se recoupe, hein, qui est une façon de fabriquer une représentation en revenant dessus. Et le revenant dessus d'une manière générale, c'est faire retour sur l'origine. Et comme l'origine on ne sait pas plus lui que moi, on s'en invente une. Et on s'en invente une, la meilleure qui soit, c'est l'auto-engendrement. Et c'est bien le cas, parce que dans le fantasme, je produis le fantasme qui me produit moi-même. Donc c'est seulement 20 ou 30 ans après, je ne sais plus, que j'ai compris que mes rêves me racontaient ça, des fantasmes d'auto-engendrement, et même des fantasmes où j'étais enceinte de ma fille et c'était moi qui l'accouchais, où j'étais dans le ventre de ma mère et j'ensemençais ma mère à la place de mon père pour m'enfanter moi-même. Vous voyez que c'est des variantes autour de la même chose. Il n'y a pas de solution au mystère de l'origine. Je n'y étais pas. Ce qu'on m'a raconté, je veux bien l'entendre, mais ça ne me suffit pas.
je me fabrique une origine. Je suis un peu comme les mathématiciens qui, quand ils tombent sur des équations, certaines équations qui n'ont pas de solution dans le cadre des nombres réels, ni dans le cadre des nombres naturels, ni dans le cadre des nombres rationnels, eh bien, ils inventent les nombres imaginaires. Hein. I carré égale moins 1, ça n'existe pas. Ça, dans les mathématiques, d'avant cette invention, il était impossible qu'un carré soit négatif. Eh bien, on invente quand même le carré négatif pour pouvoir résoudre ces équations. C'est la même chose que tout un chacun fait. Ce n'est pas possible d'avoir été là à sa conception, à sa naissance. Eh bien, alors on invente qu'on y va quand même. Et qu'on se met au monde. Donc, moi, comme le dit Psychotique, hein, la seule différence, c'est qu'il m'a fallu 30 ans d'analyse de rêve pour le trouver, et que lui, bon, il est dedans comme ça. Et il nous dit que c'est ce qui est arrivé. C'est la réalité. C'est pas le réel, parce que justement, avec cet imaginaire, qu'on peut dire délirant puisqu'il le situe dans la réalité, avec cet imaginaire, il symbolise ce à quoi personne n'a accès, c'est-à-dire son propre engendrement. Il s'engendre lui-même et il engendre le monde. Donc nous avons la même problématique. Et ça aurait été tout autre chose si je l'avais entendu à l'époque avec ce que je sais maintenant de moi-même, parce qu'à l'époque je l'ai entendu avec ce que je savais de la théorie, de la forclusion du nom du Père, et maintenant je l'entends en relisant mon texte, je l'entends avec ce que je sais de moi-même, et non pas ce que je sais de la théorie. Et ça change tout. Il a eu une formule à un moment qui m'a ravi aussi. Il a dit qu'un soldat lui avait fait avaler une drogue ou un poison et que ce poison avait détruit le poinçon. Il avait du coup, très petit, pris une arme et attaqué une caserne française pour tuer des soldats. Il avait été pris d'une rage formidable à l'égard des soldats français. C'était un arabe qui lui avait fait bouffer cette drogue. Et il dit donc, le poison avait avait détruit le poinçon. Tout de suite, moi j'ai pensé, S poinçon petit a, formule du fantasme chez Lacan. Mais je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire le poinçon. Et il me dit le poinçon, c'est ce qui vérifie la qualité des choses. Par exemple, dans un lingot d'or, il y a un poinçon. Et pour un bon vin, il y a un poinçon. Une marque déposée, une marque quoi. Bon. Et lui, il dit, voilà, ça a détruit la marque. Ce qui me permet d'écrire à l'époque, ah oui, il n'y a pas le poinçon, S poinçon petit a, il n'y a donc pas de fantasme. Alors que tout ce que je viens de raconter là, bah, c'est du fantasme. Mais je fais des contorsions de rhétorique pour dire que ben non, c'est pas un fantasme, puisque c'est la réalité pour lui. Bon, c'est vrai, mais maintenant que je sais que c'est aussi mon fantasme, j'ai du mal à dire que c'est pas du fantasme. C'est du fantasme, certes qu'il prend pour de la réalité, de même que, on peut dire, il prend, oui, les mots pour des choses. Ce qu'il raconte de son fantasme, de cette drogue qu'on lui aurait fait prendre, qui aurait détruit le poinçon, qui aurait détruit quoi? La marque par laquelle, effectivement, il a une ascendance. Ça ressemble à la forclusion du nom du Père. Et c'est pour ça que ça m'a ravi à l'époque. Mais comme on l'a vu par ailleurs, la marque du Père est bel et bien sur lui. Il sait ce que son Père lui a dit, ce que son Père a fait pour lui. Et là, il parle d'un poinçon qui certifierait l'authenticité de là d'où il vient. Et effectivement, il décrit un délire à un moment où il dit je suis français, je suis allemand, je suis algérien, je suis arabe, je suis... Il ne sait pas d'où il vient. Hein. Mais c'est apparemment cette difficulté à savoir son origine, elle est déconnectée du fait qu'il a un père ou pas. Il a un père. Il n'y a pas de doute. Cette déconnexion de l'origine prend sa source, semble-t-il, ailleurs. Ou, je ne sais pas, puisque moi aussi,
je suis déconnecté de mon origine, je ne la connais pas, comme tout le monde. Hein. Notre origine est fort close, pourrait-on dire, pour reprendre le terme de Lacan. Et nous tous, nous en reconstruisons une. Donc, je fais des contorsions de rhétorique dans cette thèse pour démontrer qu'il n'y a pas de fantasme alors qu'il y en a un, qu'il y a une forclusion du nom du Père alors qu'il a un Père. Alors, le manger une drogue, qui s'était traduit par manger le poison a détruit le poinçon, selon sa formule. Moi, ça me rappelle sa mère qui lui a dit, soi-disant au moment de la naissance, je devrais te faire bouffer ta merde. Qui nous renvoie aussi au géant qui a bouffé le monde et qui le laisse tomber ensuite par derrière comme un caca. Qui est lui-même, qui naît en faisant un caca, et qui va étrangler son frère qui est au WC, lui-même en train de faire caca. Hein, il y a un rapport d'image comme ça. Certainement qu'il a été comme tout le monde, très jaloux de son frère, et que aller mettre une corde autour du cou de son frère qui est en train de faire caca, bon, moi ça m'évoque le cordon ombilical, on tire au dehors de la pièce où il fait caca, c'est-à-dire les intestins de la mère. Hein. Mais en même temps, si on pouvait l'étrangler, ça pourrait être très bien. En même temps, il fait naître son frère, ce qui est une façon de le symboliser, de donner une image qui le symbolise, mais où il meurt en naissant. De la même façon qu'il fait un caca en naissant, le caca c'est pour être jeté, il le précise dans tout un tas d'autres discours, hein, et il est né pour être jeté en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il fait bien la boucle dont je parle, mais la boucle pratiquement n'entoure pas de surface. C'est-à-dire c'est presque comme si elle continuait toute seule. Enfin toute seule, je veux dire toute droite, sans jamais découper un morceau. Hein. Il va trop vite du début à la fin. Hein. À un autre moment, il dit la mort c'est l'idéal. L'idéal c'est ce vers quoi on tend, et là c'est devenu la mort. C'est-à-dire tout le positif qui devient le négatif. La naissance qui devient la mort. La boucle bouclait trop vite. Hein, qui rappelle un petit peu mes petits gribouillis dans la carte du Tour de France que je racontais tout à l'heure. Mes petits gribouillis, les étapes dans les îles britanniques, là, les petites îles qui sont dans la Manche ou dans la mer d'Irlande, et qui rappellent les gribouillis que font tous les enfants avant d'arriver à faire un beau cercle sur une feuille de papier qui délimite un dedans et un dehors. Le gribouillis, il n'y a pas de dedans, il n'y a pas de dehors, c'est tout mélangé, c'est le gros bordel, quoi. Et justement, c'est des petits gribouillis qui rappellent, qui sont toujours inscrits en moi, dans l'inconscient, très profondément refoulé. C'est vraisemblablement dans ce que j'appellerais du réel, du refoulement originaire, qui nous renvoie à ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de développer quand même une boucle autour du monde pour le fabriquer, mais une boucle trop rapide, trop petite, qui a toutes les chances de se terminer en gribouillis. Il y a un jour, il se trouve depuis si longtemps dans les WC, qu'il y a un infirmier de l'hôpital qui lui demande « Qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Et il répond « Je suis en train de bouffer ma merde. » Vous voyez, c'est le circuit. C'est bien le circuit qui consiste à découper une représentation de lui-même comme merde, mais le circuit est très court, là, et il n'a pas le temps d'exister entre le manger et la défécation. Je rapproche cette phrase de sa mère, qu'elle aurait dit à la naissance, « Je devrais te faire bouffer ta merde », de ce qu'on lui a dit aussi, dans le cadre de la guerre d'Algérie, hein, que les Français empoisonnaient les enfants à l'école avec leurs paroles. Voilà, les paroles qui empoisonnent, le poison qui a détruit le poinçon. Hein. Les paroles qui sont rassurantes quand elles permettent de circonscrire une représentation, ici elles empoisonnent. Et c'est ce qui a fait que l'arabe, lui aussi, l'a empoisonné en lui donnant une drogue, a-t-il dit, mais qui était une parole qui était « va tuer les Français de la caserne ». Et qui revient donc dans ces voix « va tuer tes parents, tout le monde ». Paroles qui empoisonnent, qui détruisent le poinçon. Le poinçon, ça serait justement cette
recoupe de la coupure par où quelque chose tombe. La rondelle, une représentation. Mais quand les représentations ne sont pas achevées, ça tourne autour, ça détruit tout. Ça fait du gribouillis. Ça fait que du trou ou que de la surface. Mais pas une surface distincte du trou. Et c'est vrai j'avais déjà repéré dans ma thèse, qu'il avait deux moments distincts de parole. Les paroles où il racontait ses fantasmes d'auto-engendrement, d'engendrement du monde, des paroles où il pouvait parler de sa vie quotidienne aussi, et de son histoire, de l'arrivée de son père à Marseille à 6 ans, etc. Et puis des moments où il n'arrive pas à boucler une signification, où il est, comme qui dirait, dans le gribouillis, sans arriver à dire, il est toujours au bord, les mots se répètent. Je vais vous en trouver un exemple. Voilà, alors heureusement que je l'ai noté, parce que sinon j'aurais été incapable de m'en souvenir. Hein, parce que justement, il n'y a pas de signification, c'est la signification qui fait qu'on se souvient des choses. Hein, voilà, il dit, il me reste encore quelques principes que, en parlant des profonds sentiments qu'on ressent, eh bien, d'après moi, je ne suis pas assez puissant pour reconnaître ce qu'on peut représenter une condition. Je demande, c'est quoi une condition? J'ai dit condition, hein? Attends que je réfléchisse un peu si j'ai pas fait une erreur là. Des conditions, représentant des conditions, concertant l'intérêt des choses importantes. Je demande, c'est quoi les choses importantes? Je dois réellement me figurer face à une circonstance, par exemple, mais je crois que ça me serait très difficile de recevoir, à parvenir à obtenir un résultat, et il continue comme ça. Mais il est en train de dire, quand même, la difficulté qui est la sienne, obtenir un résultat, c'est-à-dire tout simplement un signifié, et donc une signification. C'est des signifiants qui sont les uns derrière les autres, qui disent tout le temps à peu près la même chose, hein, se représenter une condition, l'intérêt des choses importantes, mais on ne sait pas lesquelles, quel intérêt. Il tourne autour, quoi. Il essaie de faire la boucle, mais il n'arrive pas à boucler. Donc il a des moments comme ça, qui sont visiblement extrêmement pénibles, et pour lui et pour moi. Et puis il a les autres moments où il arrive à raconter ses fantasmes. C'est ce qui fait aussi qu'il a du mal à faire des différences. Il dit à un moment, quand quelqu'un est blessé, tout le monde est blessé. C'est pour ça que quand il est parti pour attaquer la caserne française, après avoir reçu la drogue du militant arabe, il dit qu'il aurait suffi qu'il tue quelqu'un pour tuer tout le monde, mais qu'il avait une telle rage que même si un soldat se rend, il l'aurait tué quand même. Hein, tellement il était hors de lui, en quelque sorte. Hors de lui, comme on le dit quand on est en colère. Moi aussi, quand je suis en colère, je suis hors de moi. Heureusement, ça m'arrive pas souvent, moi. Mais lui non plus, en fait. Il le raconte que ça lui est arrivé, mais c'était peut-être une fois. Hein, le jour où il a mangé ce poison, dont j'ai dit que j'en pouvais le rapprocher de la merde que sa mère lui aurait fait bouffer, etc., faisant de sa naissance une défécation, c'est-à-dire une mort. Concaténation du début et de la fin, de l'intérieur et de l'extérieur, d'où difficulté à faire la différence entre le particulier et l'universel. Un qui est blessé, tous sont blessés. Ou un qui est blessé, il est donc mort et tous sont morts. Il dit aussi dans la façon dont il perçoit le monde que les pierres lui parlent, tous les objets lui parlent. Mais en même temps, il sait très bien, il me le dit, que c'est sa voix qui parle et qu'il n'entend que l'écho qui revient des pierres et des objets. En écho, c'est-à-dire qu'il nomme les pierres et les objets, mais ça lui donne l'impression, toujours pareil, concaténation entre l'intérieur et l'extérieur, que c'est le monde qui lui parle, alors qu'il est en train de le parler.
de le nommer. C'est le nom qui se nomme, le monde qui se nomme en écho. On voit bien l'impossibilité de faire cette différence entre l'intérieur et l'extérieur de la rondelle. Le monde extérieur lui redit ses propres paroles qui nomment le monde. D'où il entend des voix, effectivement. Mais il sait très bien que c'est sa voix. Alors, le dedans et le dehors s'inversent comme ça, puisqu'ils ne sont pas visiblement très distincts, mais comme chez moi dans mes rêves, dans la fabrication où j'ai ma fille en moi, où je suis à l'intérieur de ma mère, et il y a des emboîtements gigognes comme ça qui fabriquent de l'engendrement. Il raconte comment un jour il y a eu le déclenchement de ce qu'il appelle sa seconde maladie, et un matin comme ça au réveil il est assailli par des voix, et les voix lui disent « va te chercher du travail, lève-toi de bonne heure ». Et puis, bon, ça c'est rien d'autre que ce que lui disent les parents. Hein. Mais ça lui revient de l'extérieur, mais comme effectivement les parents lui ont parlé de l'extérieur. Mais là, c'est lui-même qui entend les voix comme venant de l'extérieur. Pourtant, elles sont dans sa tête. Et puis ces voix s'inversent aussi tout de suite dans la signification. C'est-à-dire pas seulement entre le dedans et le dehors, mais la signification elle-même s'inverse. C'est-à-dire ce qui est des bons conseils, va te chercher du travail, lève-toi tôt. Ça s'inverse en si tu ne trouves pas de travail, tu deviendras un gangster. Et puis immédiatement, ça devient tue tes parents, prends un couteau, casse quelque chose, renverse la table. La rage d'être quoi, la marionnette des parents. Et il se défend. La seule façon qu'il trouve de se défendre, c'est une façon inverse que celle d'être le bon petit garçon qu'on lui demande d'être, ou le bon adulte qu'on lui demande d'être en trouvant du travail, et il fait le gangster tout de suite. Il n'y a pas le temps de faire la boucle, encore une fois. Immédiatement, la signification s'inverse entre le bon et le mauvais, entre le gentil et le méchant. Seule façon qu'il a trouvé de devenir sujet. Alors, j'avais entendu, dans un colloque comme ça, quelqu'un qui disait que seuls les psychotiques ont accès à la scène primitive. J'avais répondu, dans ce cas-là, je suis psychotique, parce qu'à cette époque-là, j'avais repéré la scène primitive chez moi. C'est-à-dire, la scène primitive, selon Freud, être témoin d'un rapport sexuel des parents. Moi, je vais plus loin, c'est pas seulement être témoin, mais être à la place du père pour s'engendrer en niquant la mère. J'y ai eu accès des années après, et je m'aperçois que mon psychotique, c'est pas un psychotique, mon gars qui est aux prises avec la psychose, des années après, je m'aperçois qu'il est comme moi, hein, et que donc il a accès à la scène primitive, moi aussi, sauf qu'encore une fois, moi ça m'a pris des années. Et on dit aussi, dans les colloques, tout ça, que les psychotiques n'ont pas accès à l'Oedipe, que c'est antéoedipien. Eh bien, les voix, là, lui disent cours, va tuer ton père, va coucher avec ta mère. Évidemment, ça lui revient de l'extérieur. Moi, il m'a fallu en rêver de l'intérieur pour me rendre compte. Mais dans mon rêve, j'étais bien persuadé que c'était une réalité. Je l'avais rêvé comme ça, que j'avais tué mon père et que j'avais couché avec ma mère. Pour moi, c'était une réalité tellement horrible que je me suis réveillé, et tellement horrible dans la réalité que 5 minutes après mon réveil, j'étais encore persuadé que c'était la réalité. Et soulagement après quand je me suis rendu compte que, ouf, ce n'était qu'un fantasme. Chez lui, c'est des voix. Chez moi, c'est un rêve. Vous voyez que ça peut perdurer dans la réalité. Chez lui, c'est des voix qui reviennent de la réalité et non pas du réel. Parce que dans le réel, il n'y a pas de voix. Il n'y a rien dans le réel. C'est un compact. Lui aussi, je l'ai trouvé dans mes rêves. C'est un compact qui ne parle pas, qui est indistinct, qui ne... Non. Quand il y a des voix, elles reviennent de la réalité, c'est-à-dire de l'extérieur. C'est un intérieur qui revient de l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il a été chassé de l'intérieur. Comme l'Oedipe, c'est insupportable, moi je le refoule, lui, il le met dans l'extérieur. Moi je le refoule à l'intérieur, il le refoule à l'extérieur. Ce sont deux modalités du refoulement. Et ça lui revient sous forme de voix, ça me revient sous forme de rêve. Donc il y a beaucoup plus de correspondance entre moi et lui qui fait que justement, j'ai pas envie de le nommer dans une catégorie à part qui serait le psychotique. C'est quelqu'un qui a du mal avec la différenciation,
Et cette différenciation, c'est aussi qu'il a du mal à faire la différenciation entre le rêve et la réalité, entre la vie de veille et la vie de sommeil. Je pourrais le dire comme ça. Mais je dirais plus forclusion du nom du Père, parce que c'est beaucoup trop complexe. Je dirais plus non plus qu'il n'a pas accès aux fantasmes, tout en voyant bien qu'il a des fantasmes tout à fait imaginaires. Hein. Il les prend pour la réalité, ok, mais comme moi dans mes rêves, je prends le rêve pour une réalité. Alors, cette concaténation du dedans et du dehors, de la vie et de la mort, du début et de la fin, de la bouche et de l'anus, qui empêche de faire une boucle suffisamment vaste, hein, qui fait un petit gribouillis seulement, ça l'amène aussi à un truc tout à fait extraordinaire. Il dit qu'un jour, il a pris une corde, il est allé dans un arbre, il s'est attaché par les pieds et il s'est laissé aller comme ça. C'est-à-dire que, contrairement à son frère qui l'a tiré par le cou en dehors des WC pour l'étrangler et le tuer, hein, fit mort, là, lui, il se pend par les pieds. Un petit peu comme une naissance où il y aurait eu une naissance par les pieds. Mais j'en sais rien de ça. Hein. Je ne sais pas comment il est né. Mais en tout cas, comme s'il inversait la position humaine normale, il dit que là, il se sentait bien. Hein, beaucoup mieux que dans la vie de veille où il est vertical. Et là, il est vertical, mais dans l'autre sens. Hein. Inversion partout. Inversion des significations du dedans et du dehors, du dessus et du dessous. Comme dans une bande de Mébius. Voilà. Comme dans mes rêves, mais lui, c'est dans la réalité. Hein. Le fait de présentifier dans la réalité le dessus qui serait dessous, mais attaché à une corde qui fait penser à cordon ombilical, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma relation à lui, à cet Abdel? Relation de sujet à sujet. Comme je l'ai dit, moi je ne faisais que, finalement, prendre note de tout ce qu'il me disait et poser une question de temps en temps quand il y avait un mot ou une phrase que je ne comprenais pas. Eh bien, pendant tout ce temps qu'on s'est vu, ça n'a pas duré bien longtemps, 1 an, il s'est laissé pousser la barbe et les cheveux, comme moi. Il s'est mis à faire des jeux de mots, comme moi. Moi, j'en faisais pas en séance avec lui, hein, mais c'était connu dans l'hôpital, puisqu'il habitait à l'hôpital, que j'étais le type qui faisait des jeux de mots. Bon, voilà. Et il est devenu un bon vivant, qui faisait des jeux de mots, qui discutait avec les gens, alors qu'auparavant, il se baladait dans les allées de l'hôpital, la tête basse, les mains enfoncées dans les poches, ne parlant à personne, ne se mêlant à aucune activité, etc. Complètement retiré dans son monde. Bref, notre relation, pourtant à deux dans un bureau, avait fait qu'il était sorti de son monde pour participer au monde environnant. Mais, au bout d'1 an, il n'avait pas vu ses parents de toute cette période. Au bout d'1 an, ses parents sont venus le voir. Et son père lui a dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas te couper la barbe et les cheveux tout de suite. T'es un bon musulman. » Parce que les modes ont changé. À l'époque, être un bon musulman, c'était n'avoir pas de barbe et avoir les cheveux coupés. Les modes ont changé. C'est comme ça. Maintenant, il faut avoir une grande barbe pour être un bon musulman. Et même les grands cheveux aussi. Mais ce qui est important dans l'histoire, c'est que la parole de son père a porté. Mais porté grave. C'est-à-dire, il s'est tout coupé, la barbe, les cheveux, et il s'est coupé du monde, à nouveau. Alors, faut-il dire que c'est dommage que la parole du père ait porté, ou faut-il dire qu'au contraire, cette parole a eu un effet? Ce qui signifie que le nom du père n'est pas forclos du tout. Le père dit une chose, ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup trop. Ça fait comme une boucle qui boucle un point minuscule qui ne laisse tomber aucune représentation, qui ne lui laisse aucune place pour être sujet. Et que n'étant plus sujet, il n'est plus dans le monde, il n'est plus en relation avec les autres. Il n'est plus que la marionnette de son père. Ce qui est le cas de beaucoup de gens. Quand
quand on n'arrive pas à boucler des significations comme ça peut arriver qu'on en vienne au mutisme absolu, qu'on peut appeler autisme si on veut. On nous dit tout le temps, vous les psychanalystes, vous n'avez que des échecs, et de toute façon vous refusez l'évaluation, ce que vous faites est nul, etc. Alors c'est vrai, résultat, nul. Sauf que pendant 1 an, c'était une grande réussite. Si j'avais pu continuer, par exemple, peut-être qu'avec du temps, la force de l'appareil de son père aurait pu s'estomper, et j'aurais peut-être pu le récupérer. Et peut-être que j'aurais recommencé comme ça un certain nombre d'années où il aurait pu avoir une vie autre. Mais ça s'est passé autrement. Ça s'est passé autrement, d'une part, du fait de cette visite des parents, de cette parole du père, et aussi du fait que on l'a mis dans un CAT. Parce qu'au tout début, quand j'ai vu qu'il s'était coupé les cheveux, rasé la tête, etc., et que il ne venait plus à ses séances, j'allais le voir dans sa chambre. Parce que moi je suis comme ça, je fais des trucs comme ça. Et pourquoi pas? Et j'aurais peut-être pu le récupérer comme ça en venant le voir régulièrement. Mais on l'a mis dans un CAT à Pétawin et je ne pouvais plus le voir. C'était fini. Problème institutionnel. Problème de relation avec la famille et problème institutionnel. J'avais dit au médecin-chef d'ailleurs, c'est bête de l'envoyer dans un CAT, je peux continuer le travail avec lui, il y a un travail qui fonctionne là. Non, il est assez resté à l'hôpital. Voilà, bon. Alors on peut nous dire effectivement, ouais, la psychanalyse, elle a que des échecs. Mais c'est comme quand j'avais fait marcher une petite fille à l'âge de 9 ans, et que quelque temps plus tard, on m'a viré en m'interdisant de la revoir. J'avais eu des résultats formidables, mais on m'empêchait de continuer. Ouais, effectivement, comme ça, la psychanalyse n'a pas de réussite quand on l'empêche de travailler. Mon évolution en 40 ans a fait que maintenant, je dis, la seule intérêt, c'est de parler de soi, et pas de parler des cas, comme je viens de le faire. Néanmoins, vous avez remarqué que je suis revenu sur ce cas en m'analysant moi-même dans la façon dont j'ai analysé ce cas à l'époque, en me servant de la théorie que je connaissais à l'époque, au lieu de me servir de mes propres fantasmes que depuis j'avais appris à connaître. Donc c'est pas une étude de cas comme il s'en fait habituellement, que je fais encore, c'est essentiellement une étude de moi étudiant le moi que j'étais à l'époque et ne comprenant pas ce cas, puisque je le rapportais à une théorie, dont certains éléments sont justes. Les difficultés entre le dedans et le dehors, c'est des choses qui circulent aussi dans le champ lacanien. Mais la forclusion du nom du Père, ça reste un peu loin d'être évident. De même que cette carence du symbolique et de l'imaginaire, en tout cas, c'est pas ça du tout, puisque ces fantasmes d'auto-engendrement, c'est une façon de symboliser imaginairement l'origine. Le problème, c'est de les prendre pour de la réalité. Il y a d'autres façons de faire la boucle. C'est de la faire avec un rond de ficelle, puisqu'il utilise des cordes très souvent pour tirer son frère hors des WC et pour se pendre lui-même par les pieds. Alors un rond de ficelle, voilà, ça circonscrit aussi une représentation, à condition de le nouer, parce qu'il n'existe pas de ficelle nouée en rond comme ça, il faut toujours faire un nœud. Et puis, on peut mettre plusieurs ronds de ficelle ensemble. Avec 3, on fait un nœud borroméen, que, je le rappelle, Lacan nomme réel imaginaire symbolique, ce qui ne va pas, puisque le réel ne saurait être représenté par un rond, qui lui-même est la circonscription d'une représentation. Dans le réel, il n'y a pas de représentation. Mais on peut aussi faire un rond en pliant des ronds de ficelle et en les accrochant les uns derrière les autres pour arriver à boucler.
ce que j'ai appelé le poinçon tout à l'heure. Il y a deux façons de boucler, soit par un rond non plié, soit par un rond plié lui aussi. Quand le rond est non plié, on peut dire que ce rond est différent de tous les autres. Si on le coupe, tous les autres sont libres. Donc, il y aurait, ça irait dans le sens de Lacan, un signifiant privilégié, le nom du père, qui, quand il n'est pas là, les mots ne tiennent plus ensemble. Et ça nous donne ces phrases qui tournent en rond sans arriver à boucler un signifié tel que je vous ai lu tout à l'heure. Mais si c'est un rond plié, eh bien, il n'y a plus aucun rond distinct de tous les autres. Si on coupe n'importe lequel, tous sont libres. Tous les mots se dilitent et n'arrivent pas à boucler une signification. Donc, et là, il n'y a pas de rond privilégié. Mais même dans l'autre figure où il y avait un rond privilégié, mais dans ce cas-là, même en coupant n'importe lequel autre, tous étaient libres aussi. Donc ce n'est pas la topologie qui doit dicter ce qu'il en est du fonctionnement psychique. On se sert de la topologie pour éventuellement donner une image du fonctionnement psychique qui reste une image. Ça peut correspondre ou ne pas correspondre. Et comme on le voit, c'est Lacan lui-même qui amène les ronds de ficelle comme ça pliés qui font une boucle. Mais il n'en déduit rien. Sur le moment, c'est dans Encore, il nous raconte ça, voilà, on peut rabouter par un rond comme les autres ou un rond pas comme les autres, mais il n'en déduit rien sur sa théorie de la forclusion du nom du père, qui reste intacte, alors que la topologie montre là que ça n'a pas de rapport. Alors, est-ce que ça en a, est-ce que ça en a pas? En tout cas, ce n'est pas la topologie qui doit faire modèle pour ce que nous vivons avec des sujets humains. On voit ce qu'on vit avec les sujets humains, et puis on voit si un modèle convient. Ma théorie de la rondelle convient vachement bien. Celle des ronds de ficelle peut permettre de réfléchir comme je viens de le faire devant vous. Voilà, j'en ai pas fini avec la psychose. Je continuerai à réétudier mes anciens écrits dans les vidéos suivantes. Alors, comme ma thèse s'appelle Psychose et féminité, il fallait absolument que je trouve une féminisation, comme pour le président Schreiber. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai aussi trouvé chez moi, la féminisation. Je pense, un mode de protection contre la castration, qui est une façon de dire si je suis une femme, si c'est déjà fait, c'est plus à faire. Je crois qu'il y a des tas de gens qui se transforment en femmes et dont on fait beaucoup de cas aujourd'hui à propos du transgenre, et qui ont l'esprit qui fonctionne de cette façon, en quelque sorte. Mais c'est pas seulement une transformation en femme. Voyez ce qu'il dit de la sexualité. Il m'apprenait aussi, quand tu dors, tu te le chatouilles avec la main. Alors je le faisais, je sortais de drôles de cellules, de très belles cellules, bleues, blanches, jaunes. Des noires? Non, pas des noires. Maintenant, j'en ai plus. Je l'ai fait jusqu'à 16 ans. Je l'ai fait au moins 200 fois. Il sortait rouge aussi. Je jouais, et puis j'en avais plus. J'étais tranquille. Là, je me suis arrêté, c'était trop tard. Allez, c'est une allusion à la masturbation, et puis la couleur du sperme, il a l'air de toutes les couleurs. C'est assez curieux. Comme s'il n'arrivait pas à le cerner, encore une fois, comme s'il n'arrivait pas à cerner une rondelle qui aurait une couleur précise. En l'occurrence, pour tout le monde, c'est blanc. Mais là, non, c'est toutes les couleurs, sauf blanc. Et pas noir. Et puis, vous avais-je dit que j'avais accouché d'un crapaud? J'avais 3 ans et demi, j'allais avoir 4 ans.
Et puis c'était une sauterelle, une sacrée sauterelle. Les jaunes, les vertes, les bleues, et toutes les couleurs, aussi grandes que ces trucs-là. Tiens, on retrouve toutes les couleurs. Et là, il s'agit d'accouchement et non pas d'éjaculation. Comme si c'était quelque part semblable. Il y a un truc qui sort du corps et qui est de toutes les couleurs. Alors là, il parle de sauterelles, et là, je repense au rêve que j'ai fait la nuit dernière, où il était question de cette carte de géographie entourée par le trajet du Tour de France. Il était aussi question de confiture d'insectes. Et cette confiture d'insectes, je triais très précautionneusement pour ne pas manger les insectes et seulement les fruits. Ça m'a rappelé que quand j'étais petit, on allait en vacances à la montagne et que dans les champs, c'était des nuées de sauterelles. Et que si ça se trouve, ça devait être pareil en Algérie. Et moi, j'en avais très peur. Chaque fois qu'il fallait traverser un champ, je prenais sur moi, je me crispais de l'intérieur, parce qu'on en recevait partout, sur le visage, dans les cheveux, sur le torse, les jambes. Ça n'arrêtait pas, quoi. Une vraie pluie. Et jusqu'au jour où je me suis décidé à en attraper une, que j'ai soigneusement démembrée de ses pattes arrière, pour observer plus précisément comment elle marchait. Elle ne pouvait plus sauter, la pauvre, du coup. Et ensuite, je l'achevais. Et j'ai fait ça des tas de fois. Et ça a été ma façon de symboliser ma peur. Je pense que c'était ma façon de symboliser la castration. C'était tous ces machins qui ressemblaient à finalement un phallus de petit garçon qui se collait sur mon corps puis qui sortait tout de suite, qui s'envolait aussitôt. Ou qui me violait en quelque sorte, parce que ça me touchait le corps, ça me pénétrait dans mon espace sans que j'aie demandé l'autorisation, et puis ça s'envolait, comme un viol. Donc, en attrapant une sauterelle et en la démembrant de ses membres, je lui faisais subir la castration que je subissais dans le viol qu'elle me faisait subir en me sautant dessus chaque fois qu'elle le pouvait. D'ailleurs, on dit ça en français, sauter, pour une façon de l'acte sexuel. Donc je symbolisais. Et peut-être lui, il fait pareil. Mais il a le sentiment que il a aussi accouché d'un crapaud, ce que je n'ai fait qu'en rêve. Et j'ai pas accouché d'un crapaud en rêve, mais de ma fille. Ou de moi-même, tout simplement. Et il y a vraiment une correspondance au niveau des couleurs chez lui entre la couleur du sperme et la couleur de la sauterelle, c'est-à-dire comme si accoucher c'était équivalent à perdre le phallus, comme pour n'importe quelle femme, ou comme pour n'importe quel enfant imagine le sexe, c'est-à-dire l'enfant équivalent au phallus, et l'accouchement comme une castration. Et pour moi, les sauterelles comme équivalentes à un phallus qui s'en va, castration, ou un accouchement finalement, puisque le phallus s'en va, être vivant indépendant, sauterelle, pas trop de différence avec moi, encore une fois, si ce n'est qu'il ne le présente pas comme des rêves, tout ça, mais comme de véritables souvenirs. Mais moi, j'ai mes souvenirs de sauterelles que je démembre. Alors, pourquoi pas. Et puis, toujours pareil, psychose féminité, il fallait qu'il soit transformé en femme. Et voilà ce qu'il dit à propos de la sexualité. Et les autres qui ont beaucoup de défauts, je pense qu'il leur faudrait beaucoup de choses. Ils peuvent se remettre. N'importe quel malade peut se remettre selon telle ou telle condition. Ça me fait rappeler l'amour. Ces malades-là, il leur faudrait de l'amour, ou pas se gêner, ou alors ils ont peur. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont peur et ils s'enfuient. Il y en a qui crient. Alors, si des filles étaient en lui, il ne crierait plus.
vous comprenez qu'il tourne autour du pot. Il a du mal à parler de l'acte sexuel, il parle de l'amour et du fait qu'il est malade d'amour, en quelque sorte. Il est malade parce que dès qu'il y a quelqu'un, hein, dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont peur et ils s'enfuient. Il parle des malades. Bon, je pense qu'il parle de lui. C'est-à-dire que dès qu'il voit quelqu'un du sexe opposé, il s'enfuit. Mais s'il avait des filles en lui, il ne crierait plus. Façon de dire, c'est un fantasme aussi que m'ont raconté beaucoup d'autres malades de l'hôpital psychiatrique. Si on nous donnait des femmes pour coucher avec, on serait guéri. Façon de dire que la sexualité est à la source de leur maladie. La phobie du sexe. Ce que j'appelle moi angoisse de castration, parce que je l'ai trouvé comme ça chez moi, mais que chez eux, ça tourne autour du pot. Cette façon de dire, par approximation successive, de jamais prononcer le mot de sexe, ni de phallus, etc., c'est comme quelqu'un de très refoulé finalement. Alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas de refoulement dans la psychose. De même qu'on nous dit, forclusion, ça revient dans le réel. Ce que j'ai déjà dénoncé tout à l'heure. Ici, c'est peut-être, encore une fois, je fais une hypothèse, parce que il ne dit pas les choses exactement, j'interprète 40 ans après, en fonction de ce que j'ai trouvé chez moi-même. Et voilà, il poursuit. Oui, si des filles s'amusaient amicalement avec lui, l'amour, ça veut dire un autre sens, un sens contraire. C'est un autre amour qu'il leur faut. Il ne faut pas le connaître, cet amour, c'est-à-dire c'est une surprise. Les malades mentales de leur âge les mettre ensemble. Je crois qu'ils s'amuseraient ensemble. Il se passerait une certaine manifestation parmi eux qui nous ferait comprendre quelque chose. Mais en restant comme ça hurle, ça crie, ça casse. Ah ben voilà, ça casse. Castration ? J'en sais rien, je fais une hypothèse, en rapport avec l'accouchement du crapaud et de la sauterelle. Je suis obligé d'interpréter comme on interprète un rêve. Alors finalement, il y a parfois des fantasmes qui s'expriment très facilement à partir du moment où c'est des fantasmes de l'origine, de la naissance, mais dès qu'il s'agit des fantasmes sexuels, ça ne s'exprime plus du tout aussi librement. C'est refoulé comme chez tout un chacun que la doxa appelle névrosé. Les névrosés seraient refoulés et les psychotiques ne le seraient pas. On voit bien que là, si, il y a un énorme refoulement qui oblige le discours à tourner autour du pot. Le fameux cri dont il parle, ça m'apparaît être l'angoisse de castration. Mais il y a aussi le prendre les mots pour des choses qui intervient à ce niveau-là. Parce qu'il poursuit. Étant jeune, j'ai appris comment une femme pouvait coucher avec un homme. Alors il n'y avait plus qu'à coucher. Dès qu'un garçon se doute, ça me fait mal parce que je ne pouvais plus l'enlever. Ce que je voulais retenir, c'est rester collé comme une tache. Il m'avait montré, alors il fallait que je le fasse. Il m'avait montré, il fallait que je le fasse. J'ai appris, alors il n'y avait plus qu'à coucher. Le mot, il faut que ça devienne la chose immédiatement. Là, d'accord, il y a ce rapport des mots aux choses immédiat, qui ne permet pas le fantasme, justement, et spécialement le fantasme sexuel, sous forme de rêve. Et pourtant, il en rêve, qu'on pourrait lui donner des filles facilement, ce qui fait que ça lui éviterait d'avoir à faire l'effort d'aller vers, qui, semble-t-il, est impossible. C'est difficile pour tout le monde. Mais pour lui, ça a l'air très difficile. Alors j'en déduis, moi, que pour lui, l'acte sexuel est indescriptible et qu'il est forclos. Que le nom du sexe, je l'avais appelé comme ça, le nom du sexe est forclos de la même façon que le nom du père.
où je ne faisais que mettre en mots le schéma I, encore une fois. Forclusion du nom du père dans le symbolique, forclusion du phallus dans l'imaginaire. Bon, alors que... Bon, j'ai dit ce que je pensais de la forclusion du nom du père. Là, je ne vois pas du tout qu'est-ce qui me permettait de dire que c'était forclos. Aujourd'hui, je dirais plutôt c'est refoulé, tout simplement. Il y a la même difficulté d'aborder le sexe que pour tous les autres gens. Alors, j'avais trouvé à l'époque ce schéma-là, dans lequel j'indique la différence entre le trajet dit névrosé, qui était le trajet de Lacan de la pulsion, ça part de la source et ça revient au but, et le trajet psychotique était un trajet rectiligne. C'était la prémisse de ma théorie de la rondelle, qui fait qu'effectivement, quand ça part soit tout droit, soit dans une courbe non fermée, eh bien, ça ne peut pas circonscrire une représentation. Alors, nous voyons dans ce que j'ai rappelé de ce qu'il dit, qu'il y a des éléments comme ça, qu'il n'arrive pas à cerner, faire une boucle, mais qu'il y en a d'autres où il cerne très bien, et même au moyen d'un refoulement, puisqu'il tourne autour, avec difficulté, et qu'il y a donc les deux. Ce n'est donc pas aussi radical que ça, cette question d'un trajet circulaire et un trajet rectiligne. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de psychotique. Il y a là quelqu'un qui se débat avec deux possibilités. Ces deux possibilités, je les ai aussi chez moi, puisque quand j'ai rencontré le réel dans mes rêves, c'était aussi quelque chose que je ne pouvais pas cerner, quelque chose auquel je ne pouvais pas faire une boucle, découper une rondelle et faire un trou. Il n'y a pas de manque dans le réel. Et lui, il manque là. Il manque de filles, il manque de représentation du sexe avec ces couleurs qui semblent se multiplier parce qu'elles n'ont pas de contour, justement. Remplacer un contour qui se ferme par des couleurs qui se multiplient. Alors, dans le sens de l'idée qu'il y a du refoulement, voilà un exemple de déplacement vers le haut. Comme dans un rêve, la chose n'est pas dite, elle est métaphorisée par un déplacement. Voilà. Il s'est vite déshabillé, il m'a mis un produit dedans, après ça faisait mal. C'est une herbe qui contient un liquide blanc. Si tu injectes ce liquide du bulbe de l'appareil urinaire, l'appareil a gonflé de 2 à 3 cm, ça fait mal. Et puis un peu plus tard, mon cerveau grossissait de 4 cm environ. Il a éclaté, il est devenu spongieux, et puis il a rediminué de nouveau. Voilà. Le cerveau comme substitut du phallus, en quelque sorte. Et effectivement, dans l'espèce humaine, le phallus est médiatisé par le cerveau, c'est-à-dire par l'appareil psychique. Il n'est pas naturel comme ça, c'est plus un organe, c'est une représentation. Représentation d'autant plus nécessaire que chez la femme, il n'y a pas de représentation. Je rappelle encore une fois, c'est ce qui se passe chez les enfants. Et ça reste, ça ne s'efface pas de toute la vie. D'où les multiples contours qu'on fait par rapport au sexe, qui que nous sommes, pour pouvoir en parler sans en parler. Donc par métaphore, ici c'est le cas, le cerveau comme le phallus. Donc il y a du refoulement. Et ce n'est pas que dans la psychose, il n'y aurait pas de refoulement. C'est en fait beaucoup plus complexe que cette simple idée qu'il s'agit de la forclusion du nom du père dans le symbolique, du phallus dans l'imaginaire. Parce que ça suppose aussi, et c'est la supposition de Lacan à l'époque, là, qu'il y a deux étoffes, en quelque sorte, l'une nommée symbolique, l'autre nommée imaginaire, mais à part leur nomination, on ne voit pas bien la différence qu'elles ont,
puisque ce sont des étoffes toutes les deux. Et dans le cas de la psychose, ces deux étoffes sont trouées. L'une par le nom du père, il n'y a pas de nom du père, et l'autre par le phallus, il n'y a pas de phallus ou de castration. On voit bien que là, c'est faux. Hein. La pratique de l'écoute me montre que non, c'est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans mes rêves que de ce qui se passerait dans une structure radicalement différente. Encore une petite chose que je n'ai pas citée, j'ai parlé de la parole extrêmement négative de sa mère qui aurait dit à sa naissance je devrais te faire bouffer ta merde. Il y a un autre incident où il me raconte qu'à un moment, il s'est fait violer par des garçons. Il devait avoir 4 ans, quelque chose comme ça. Il est allé trouver sa mère parce que ça fait mal. Et sa mère lui a dit « T'avais qu'à pas y aller ». Chaque fois qu'il fait quelque chose, il fait un caca. Je devrais te faire bouffer ta merde. Tu t'es fait violer, ben c'est bien fait pour ta gueule, t'avais qu'à pas y aller. C'est pas très sympathique comme réponse. Alors, c'est lui ce qu'il dit de ce que sa mère a dit. Mais si je voulais faire une théorie contraire à celle de la théorie de la forclusion du nom du père, je pourrais dire qu'il y a là au moins l'idée d'un certain sadisme de sa mère à son égard. Il n'y a aucun propos que j'ai noté où il est sympathique à l'égard de sa mère et où sa mère aurait été sympathique à son égard. Par contre, il y a de multiples propos où il indique que son père a été sympathique à son égard. Donc je pourrais très bien inverser la proposition et faire une théorie de la mère sadique ou la mauvaise mère ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas le faire. Je me contente de dire qu'il y a peut-être eu des traumatismes. Parce que le soupçon de viol, ceux qui connaissent mes vidéos, donc ma vie, le savent, j'ai ce soupçon de viol, moi aussi, à l'égard de mes propres frères. Pour moi, c'est un soupçon. Pour lui, c'est une réalité. Comme je l'ai développé dans pas mal de vidéos, allez savoir, hein, dans ce qui s'est passé quand on était tout petit, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est un fantasme. Qu'est-ce qui est rêve, qu'est-ce qui est réalité. Pour moi, j'en reste à la question ouverte. C'est un soupçon. Pour lui, c'est une réalité, mais qui indique un mépris de la mère, du fait même qu'il soit victime. Hein, et un mépris de sa mère parce qu'il faisait caca dans ses couches quand il était petit. Personne n'aime ça, évidemment, nettoyer les bébés, mais on n'est pas non plus obligé de leur signaler qu'on pourrait leur faire bouffer leur merde. Donc, pour ce qui est de déterminer une cause de la psychose, à l'époque je savais, 40 ans plus tard, je ne sais pas. Pour ce qui est de décrire la psychose très précisément, il y a 40 ans je savais, maintenant je ne sais plus. Je vois qu'il y a une foule de manifestations, genre prendre les mots pour les choses, ça oui. Arriver, avoir du mal à fabriquer une boucle, ça oui. Mais avoir du mal de temps en temps, pas tout le temps. Un espèce d'inconscient à ciel ouvert, qui nous parle des fantasmes d'engendrement très facilement, mais en même temps, pas du tout ciel ouvert, mais ciel fermé pour ce qui est de la sexualité, et qui suppose un refoulement. Hein, c'est pas exposé comme ça, de manière totalement libre, comme s'il n'y avait pas de refoulement. Donc, vous voyez, c'est une manifestation complexe, dont j'ai dit que c'était un délire il y a 40 ans, parce que ça me paraissait totalement... J'avais jamais entendu des choses pareilles. Donc je qualifie ça de délire, mais après 40 ans d'études de mes rêves, je m'aperçois que j'ai les mêmes délires dans mes rêves. Donc ce qui laisserait supposer que l'hypothèse de l'inconscient à ciel ouvert marche, mais pour certaines choses, dans certains domaines, et pas partout. Bon, comme quoi, je veux bien admettre, il y a de la psychose, un truc qui l'empêche de travailler, qui l'empêche de vivre, qui l'empêche d'avoir une sexualité.
Mais de là à dire c'est un psychotique, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans une catégorie d'humain à part, bah non. Complètement anachronique. Voilà.